Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qu'ils maîtrisent, une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Naufal Laxali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matiers. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume. Salut Naufal. Comment ça va ? Ça va super bien. Super bien pour ce premier épisode, ce podcast qui s'appelle, en tout cas qu'on a nommé Marketer Moment. C'est un épisode pilote avec toi et c'est un épisode surtout qui sera le début de plein d'autres épisodes où tu seras notamment co-host. Absolument. Du coup, je vais rapidement te demander en tant que co-host et aujourd'hui invité de te présenter. Ouais. Guillaume Rostand, 41 ans. Ce qui est horrible quand tu dis ça dans un podcast, c'est que dans 2 ans, j'en aurai 43, j'entendrai 41, j'aurai beaucoup de nostalgie. Ça fait bientôt 20 ans que je suis directeur marketing dans des boîtes digitales, tech, et aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Je suis CMO d'une boîte qui s'appelle Illigo, qui est un comparateur de vol, qui sera l'objet, parce que on va revenir sur le concept un peu du podcast, de la grosse partie de ce qu'on va dire. À côté de ça, je m'occupe de la French Tech à Barcelone, qui regroupe 350 boîtes tech, des boîtes très connues, des boîtes moins connues, beaucoup de monde. On est sur 1000 Français à Barcelone. C'est une invasion, mais il y a pas mal d'émulation, donc il y a des bons côtés. Et puis enfin, j'ai pas mal investi dans les boîtes, dans les startups. Je suis assez présent dans cet écosystème, beaucoup via Barcelone, mais j'ai investi dans les boîtes un peu partout. Et j'ai monté aussi quelques petites boîtes de conseils en parallèle de tout ça. Et tu m'as dit juste avant, pendant les préparations, que tu étais très très intéressé pour parler de tout ce qui va être PR. Ouais. C'est un sujet que tu m'as dit où tu sens vraiment qu'on peut attaquer en mode use case. Le PR, c'est un sujet que je connais très peu. Je pense que tu as aussi des choses à dire, notamment des hacks, je sais pas. Tu m'as donné envie de t'écouter aujourd'hui sur du PR. Est-ce que déjà, tu peux me dire, le PR, c'est quoi pour toi ? Ouais, je vais juste faire un tout petit step back quand on a commencé à parler de ce qu'on est au moment du pilote, donc on peut se permettre de dire des trucs qui vont, qu'on réécoutera dans quelques épisodes en se disant, alors pas du tout, alors oui complètement. Des podcasts en marketing, il y en a des tonnes, il y en a plein qui sont hyper intéressants. Il y en a qui dépendent beaucoup des épisodes, des invités. Et alors, c'est pas une volonté forcément uniquement de se différencier, même si on a toujours un peu ça à cœur. Mais quand on a discuté, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'orienter vers un use case. Il y en a qui le font, mais on peut le faire toujours mieux en se disant, ok, on va inviter quelqu'un qui est intéressant parce qu'il a des choses à dire. Mais il faut l'orienter sur un use case où il a été particulièrement bon, pourquoi pas particulièrement mauvais, mais où il y a des vrais learnings. Et c'est l'exercice que je vais essayer de faire sur les PR. Et c'est là que je réponds à ta question. Les PR, c'est globalement quand tu es un directeur marketing, tu représentes une marque et les PR ont l'avantage d'être une manière d'entendre parler de ta boîte de manière quasiment gratuite. Ça, on va pas mal revenir dessus. Et ce que tu veux, en fait, c'est que le nom de ta marque et les USP de ta boîte, ton positionnement, ressortent dans des médias nationaux de manière à profiter de 2 choses. Profiter de la puissance de diffusion et profiter de la légitimité. Alors quand je dis puissance de diffusion, c'est que l'objectif des PR, c'est d'être dans un papier du Parisien, d'être au journal de 20h, et le Graal de beaucoup de monde qui est ici, on a Station F, c'est d'être dans Capital. Donc ça, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux la puissance, évidemment une puissance média que tu peux pas forcément t'offrir. C'est l'équivalent d'un spot télé, alors peut-être pas pendant la finale de la Coupe du Monde de foot, mais d'un spot télé bien positionné. Et en même temps, tu as la crédibilité, c'est que tu vas faire travailler un journaliste
pour qu'il remalaxe un peu ton message et qu'il ressorte. Donc c'est pas toi qui parles réellement, c'est toi qui parles à travers le journaliste. Donc ce que tu vas voir, c'est cette espèce d'effet au carré de puissance et crédibilité. Et en fait, c'est très épiphanique d'avoir un beau papier dans les pillards. Non, c'est pas facile, mais ton endgame, c'est quand tu es en première page du Parisien, et ça on va vraiment en parler, t'as tout gagné. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir beaucoup de répétitions d'un message qui est porté par la légitimité du journaliste à une très vaste audience. Et franchement, en tant que directeur marketing, qu'est-ce que tu veux de plus ? Mais le sujet du PR, c'est aussi un sujet qui est souvent lié dans la tête de beaucoup de marketeurs, budget. Moi, j'aimerais bien déjà aussi peut-être que, et en nous parlant aussi de ton expérience à Liligo et peut-être même avant, nous débloquer sur ce sujet du budget. Parce que je pense que c'est, moi, dès qu'on parle PR, j'ai l'impression, soit j'ai un contact direct avec un journaliste qui pourra me faire des faveurs, soit en fait, souvent c'est des agences PR ou c'est des contacts rémunérés. Je sais qu'il y a des entreprises qui facturent. Est-ce que tu peux nous débloquer tous déjà de ce point ? T'as raison, on va commencer là-dessus. Parce que la réponse... Alors, je suis normand, donc la réponse elle est forcément peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pourquoi je te dis ça ? C'est qu'en fait, isolément, oui, tu prends une agence PR. Faut bien la choisir. J'ai la chance d'avoir une excellente agence PR et que je conseille à tout le monde d'aller voir. Ce sera, comment dire, en description de l'épisode. Et donc, l'agence PR, oui, c'est nécessaire parce que tu as besoin que des gens qui ont connaissance, qui connaissent les gens, qui connaissent comment fonctionnent les journalistes, qui connaissent leurs habitudes, qui connaissent un peu leur vie, fassent le boulot à ta place parce que si tu appelles toi des journalistes, tu as très peu de chances de réussir. Donc oui, il faut payer une agence PR. Mais isolément, alors on peut dire que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais on va dire que c'est entre 3 et 6 000 euros pour des startups ou même des boîtes B2C. Après, quand tu es un Renault, quand tu es une grosse boîte, c'est des centaines de milliers d'euros par mois, mais l'enjeu est autre. Donc, un peu à chacun de voir si je te donne 3 500 euros comme tarif de base, c'est beaucoup. Ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup, premier point. Mais isolément, quand tu dépenses 150 000 à 1 million d'euros sur Meta ou sur AdWords, enfin sur Google Ads, c'est pas beaucoup. Maintenant, c'est pas beaucoup si, nous, la partie normande, si évidemment c'est bien fait. Parce que il faut vraiment considérer que le PR, et c'est le message le plus important, c'est un travail au long cours. Donc évidemment, si tu cumules 3 500 euros x 48, parce que ça te prend beaucoup d'années d'émerger, ça va être beaucoup d'argent. C'est cet équilibre-là qui fait que, en fait, tu ne le sais qu'à la fin, si ça t'a coûté cher, ou tu ne le sais que si tu es PR compliant. Et ça va être le premier sujet, c'est que ça n'a d'intérêt que si tu es réellement ta boîte et toi, parce que c'est la rencontre de la boîte que tu représentes et du speaker que tu es, si tu es PR compliant. Donc, je sais pas si je te dis 3500 balles, tu te dis que c'est beaucoup ou tu dis que c'est pas beaucoup. Je pense que ça dépend de la taille de la boîte et aussi de comment comment le PR est perçu au milieu de la stratégie marketing. Aussi les bénéfices, parce que dans le PR aussi il y a d'autres sujets, notamment le SEO et d'autres. Moi déjà, au-delà du budget, il y a ce sujet en tout cas ce terme que tu viens d'utiliser, c'est le PR compliant. J'aimerais bien comprendre un peu plus ce que tu veux dire par ça. Qu'est-ce que être PR compliant ? Alors, être PR compliant, ça veut dire que on distingue B2B, B2C déjà, parce que par nature, par intuition, on aura des contre-exemples, le PR s'ouvre plutôt au B2C. Même si il peut être très bien pour le B2B. Si tu prends un exemple comme Alan, la mutuelle Alan, super sujet PR, parce que la santé des Français, la santé, l'entreprise, très PR compliant en termes de sujet. Après, toutes les boîtes B2C sont un peu par nature potentiellement PR compliant. Donc, première distinction, c'est le marché B2B, B2C, puis ensuite, à l'intérieur de ces marchés-là, en fait, ta boîte. Que fait ta boîte ? Je vais donner un exemple très simple. J'ai été directeur marketing pour un moteur de comparaison, pas pour un moteur de comparaison, pardon, pour une centrale de réservation d'hôtels de luxe. Le fait qu'on s'adresse à des gens qui avaient plutôt de l'argent nous enlevait un petit peu une capacité PR. C'est-à-dire qu'on est un sujet un peu moins mass market, un peu plus niche, parce que c'était des paniers moyens à 500 euros. Donc forcément, ta boîte
B2C, dans le sens où tu es une plateforme de réservation en ligne, la nature même de ton service fait que même si ça t'enlève pas l'opportunité des pillards, mais ça te la réduit pas mal, parce qu'en fait, qui va parler de télé de luxe, à part Madame Figaro et des suppléments en particulier, bon, pas grand-chose. Donc, il y a un peu une quadrature en disant le sujet que tu adresses en tant que boîte, va déjà définir si tu es PR compliant. Parce que au télé de luxe versus comparaison de prix, ce que je fais aujourd'hui, comparaison de prix, c'est ouvert à tout le monde. C'est très open, et nous, notre cible, elle est extrêmement large. Donc, qui dit cible large, dit beaucoup plus de potentiel d'aller parler à la presse. Donc, déjà, ta compliance, elle est là-dedans. Et ensuite, ta compliance, elle va vachement être sur ton speaker. Ça va être vachement être sur, est-ce que tu as quelqu'un qui va personnifier ton service, ta boîte, et qui va devenir, qui est aussi un peu le Graal. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je suis rentré dans cette pièce, il y a BFM TV qui m'a envoyé un SMS pour que j'aille intervenir demain en plateau. C'est que si tu as le bon produit, qui est donc PR compliant, c'est-à-dire un sujet suffisamment large pour qu'il puisse intéresser à beaucoup d'occasions, beaucoup de médias différents, et après, il faut la bonne personne. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de médias, tu parles de... On sent qu'il y a un côté quand même où c'est stratégique, c'est pas juste de s'adresser. Il y a aussi, je sens qu'il y a un sujet de B2B, B2C aussi, donc tu parles d'impact. C'est très, très important, à mon avis, et de ce que je comprends, de déjà savoir pourquoi on le fait. Moi, j'aimerais bien savoir, pour un peu recontextualiser avec, j'imagine, Liligo, si on peut prendre cet exemple, pourquoi Liligo a besoin de faire du PR et à quel moment? Il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est que Liligo, c'est une pure commodité. C'est-à-dire que si tu te replaces en 2006, quand la boîte a été lancée, c'était un peu novateur de pouvoir comparer des prix de billets d'avion sur Internet. Ça l'est plus du tout. Alors vraiment, mais c'est une commodité pure et simple, comme beaucoup de services qui étaient comme acheter des billets d'avion. Mais là, tu te replaces en 98-99, genre, incroyable, je suis plus obligé d'aller sur Minitel ou une agence de voyage, je vais sur ce machin qui est Internet avec un modem et j'achète mon billet d'avion et ça marche, je peux prendre l'avion. Donc ça, on a passé cette phase-là et en tant que tel, on n'a plus du tout un footprint d'innovation, on n'est plus du tout innovant. Donc, et en plus, non seulement le fait même d'aller comparer des prix de billets d'avion sur Internet n'est plus innovant, n'est plus nouveau, mais en plus, on a un environnement concurrentiel qui est extrêmement dense. C'est-à-dire qu'il y a Kayak, Skyscanner. J'ai aucun problème à parler de mes concurrents parce que ils existent, ils sont beaucoup plus puissants que moi. Donc, on est dans une situation presque défensive où on se dit, il faut qu'on entende parler de nous un peu par tous les moyens. Mais ça, c'est pas forcément une bonne raison pour faire des PR, parce que tu peux vouloir faire des PR et pas y arriver. En partant du même constat que, en gros, tu es un peu en danger ou tu n'es plus aussi innovant que tu l'as été. Donc, on est dans un environnement concurrentiel et c'est un moyen d'entendre parler, de créer du top of mind. Et pourquoi créer du top of mind? Parce que comme c'est une commodité, et quand, en gros, ton Paris-New York, si tu le cherches en même temps sur Kayak et sur Liligo, tu vas grosso modo avoir le même prix, ça n'enlève pas l'utilité du comparateur. Mais enfin, il faut forcer de constater que tu auras le même prix. Et le PR est un moyen pour nous de créer du top of mind. Okay. Et là-dessus, un peu pour prolonger, la manière de le faire, et pourquoi est-ce que nous, on est particulièrement compliant. Donc, je te dis top of mind, garde en tête ce que j'ai dit de puissance et légitimité, qui sont les deux premiers points. Et la compliance, elle est aussi forte, parce qu'on a la chance d'être sur un sujet qui permet d'avoir aussi de mixer les deux éléments clés des PR, c'est les marronniers, d'un côté. Donc, c'est quoi les marronniers? C'est le classement des hôpitaux, les prix de l'immobilier, des sujets qui reviennent tout le temps, tout le temps. Et le voyage, les Français, le voyage, le budget des voyages, les destinations, c'est des sujets qui reviennent tout le temps. Et alors, du coup, super opportunité pour nous. Et en même temps, la réactivité. En fait, si tu arrives à avoir cette double effet de je suis capable de parler à peu près à tous les moments de l'année, dès qu'il y a des vacances, dès qu'il y a des ponts, dès qu'il y a des trucs qui sont liés avec le voyage, et finalement on se rend compte qu'on voyage assez souvent, et hop, Liligo à sa place. Parce qu'il y a des sujets qui vont sortir sur où partent les Français cet été. De matin, je veux dire, où est-ce qu'ils sont allés cet été. Et puis, la partie réactivité, c'est, je te donne un exemple, les grèves de train. Au moment, je pense, des vacances de février, il y a eu des grèves de train. Hop, on envoie, nous, directement une alerte qui dit les grèves de train ont un impact sur le prix des billets d'avion ou le trafic sur les billets d'avion parce que les Français ont besoin
ont besoin de trouver une alternative au train qui est en grève. Boum. Et donc, ces deux-là font que, il y a un intérêt pour nous parce qu'on a une commodité, on a besoin de créer du top of mind, et puis il y a une opportunité parce qu'on est sur un sujet extrêmement traité, très souvent traité. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis là, c'est que des fois tu exploites des événements, des events qui sont un peu, qu'on sait qu'ils vont un peu taper dans les médias et tu flaires l'opportunité et tu vas push, on va dire, tu vas être en push sur opportunité PR directement. Tout le temps. Tout le temps, ok. Tout le temps, il y a une discipline là-dessus. Et un autre exemple, la Coupe du Monde de rugby. Bon, on n'a pas vu d'effet sur nos chiffres, mais on a été regarder, voir si, on regarde dans quelle ville ayant un aéroport il y a des matchs. On regarde s'il y a plus de demandes de comparaison de billets d'avion vers ces aéroports. Et là, on est capable de dire plus 1%, plus 30%, et on le fait très rapidement. Donc il faut toujours être alerte. Et là-dessus, c'est le rôle crucial d'une agence, d'avoir un jeu de ping-pong permanent, parce que comment ne pas réussir à bosser avec une agence, c'est très simple, c'est s'attendre à ce qu'elle fasse tout le boulot, ou faire tout le boulot et qu'elle ne fasse pas son boulot. Donc il y a un équilibre. Et l'une des clés de la réussite d'une stratégie PR, c'est que tu prends cet exemple de la Coupe du Monde de rugby, on a des groupes WhatsApp, des mails, des machins, dès qu'on se dit tiens, Coupe du Monde de rugby, on regarde les datas, on leur envoie, on regarde si ça vaut le coup de faire une alerte, on la fait, on la fait pas. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller plus concrètement et plus opérationnellement sur ce sujet, c'est-à-dire d'un point de vue process, parce que tu parles de process, c'est quoi, vous avez quoi, une sorte de trigger que vous avez déjà identifié et dès que vous les voyez passer, ça crée une alerte chez vous et donc ça crée une action. Moi, ça m'intéresse vraiment d'aller en profondeur sur ça. C'est comment vous avez processé est-ce que c'est peut-être par l'expérience, ça fait des années que vous êtes dans le milieu et que tu es toi-même à la tête de l'Illigo sur la partie marketing et donc tu as eu le temps de les maturer un peu ces triggers. J'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vais faire un tout petit saut dans le temps, dans le passé, pour que tu comprennes comment est-ce que j'ai réussi, je trouve, à le faire. Donc, j'ai été directeur marketing peut-être de 5 ou 6 boîtes avant l'Illigo. Et très franchement, j'ai jamais réussi à craquer les pillards. Parce que c'était pas la bonne boîte, parce que c'était pas la bonne agence, parce qu'il n'y a jamais eu cette alchimie que j'ai depuis, ça doit faire depuis 2018 ou 2019, donc ça fait 4 ou 5 ans qu'on bosse ensemble avec cette agence. Et j'avais toujours une conviction qui va donner le process. Je vais y répondre. La conviction, c'est qu'il faut justement que le process il soit très naturel et qu'il y ait une collaboration permanente. Notamment, mon enjeu, c'est que les journalistes m'identifient. Parce qu'un journaliste en reçoit 500 communiqués de presse par jour. S'il voit ton nom, s'il arrive à finir par te coller l'étiquette le mec qui parle du voyage chez lui, t'as tout gagné. Pour créer ça, et j'ai trouvé une agence qui a compris ça, je les rencontre, je les invite à bouffer, je leur parle pas du tout de voyage, parce que même moi, j'en ai rien à foutre, je parle d'eux, on passe un bon moment, et puis incidemment, après, on sait que organiquement, quand ils vont recevoir nos news, parce qu'ils ont passé un bon moment, ils vont plus y penser, et hop, un jour, ils te passent un coup de fil. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc le process, ensuite, en fait, le process ne marche qu'à partir du moment où ton objectif, c'est d'être identifié par ces leaders d'opinion. Je dis ça parce que c'est des journalistes, mais c'est de plus en plus des podcasteurs, c'est de plus en plus des influenceurs. C'est vraiment pas les journalistes que à l'ancienne, mais c'est l'identification. Il faut que tu sois le monsieur voyage pour tous les journalistes, voire pour les gens qui parlent de travel. Et ensuite, le process, dans notre cas, il est assez simple. Il y a les vacances. Donc à chaque début, chaque fin de vacances, on fait une étude, on fait un relevé de prix, et on fait des tendances. Donc déjà, ça veut dire que si tu comptes le nombre de vacances qu'il y a et qu'on le fait avant ou après, mes 10 premiers communiqués de presse, ils sont faits dès le 1er janvier. On sait à quelle date il va falloir qu'on sorte les prix avant et après. Ensuite, on fait toujours une fois par an un baromètre, juste avant l'été, en avril-mai, qui dit
quelles sont les intentions des Français pour partir en vacances tout l'été. Donc on a une alerte et on sait qu'on va parler à un institut de sondage pour sortir un sondage sur les intentions des Français pour cette année. Okay. Qui vont plus partir. Et en plus, si tu te replaces dans le contexte du Covid, c'était une info qui était assez pertinente parce qu'on peut montrer entre 2020 et 2023 des évolutions assez nettes sur les destinations, sur des choses, voilà, qui donnent de l'intérêt à l'info que je vais transmettre à ce journaliste. Et puis aussi, parce que, en fait, ces rendez-vous qu'on a tout le long de l'année font qu'on bosse tout le temps ensemble. Okay. On sait que toutes les semaines, on s'envoie des trucs. Et parfois, on se fait des calls en disant, OK, est-ce qu'on n'a pas une étude à faire ? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à sortir soit sur l'industrie, soit sur l'évolution des prix ? Et je te donne un exemple. On a fait un jour, précisément parce que du coup, on sait que tous les mois, on a un objectif de sortir des communiqués de presse. Et ce qui est bien, c'est que le boulot est déjà fait, parce que quand on est à la Toussaint, moi, je vais te sortir où vont partir les Français à la Toussaint. Et dans ce process-là, on se dit de temps en temps, ça serait pas mal de faire un relevé des prix depuis que l'Illigo existe. Et on a fait ça il y a 2 ans. On a pris tous les prix des billets d'avion depuis 2009, je dirais, parce qu'avant, on avait changé de système de data. 2009-2019. 4 millions de data points, et on a fait une grande étude. Il se trouve que je reviens sur pourquoi tu as été identifié avant, c'est qu'on a fait ça avec une journaliste du Parisien qui nous connaissait, qu'on a pu contacter avant de faire l'étude, parce qu'elle nous connaissait, parce qu'on avait déjà l'idée, parce qu'on avait nos habitudes, et on a pris un café avec elle. Et alors là, le journaliste du Parisien, il te travaille, c'est le journaliste qui te cuisine le plus. Du coup, à la fin de ce café, on avait les infos qui l'intéressaient, le timing, on avait déjà les datas, et 3 semaines plus tard, on avait un papier plein de pages dans le Parisien sur l'évolution des prix des billets d'avion depuis 2009. Donc tu réussis facilement, en tout cas facilement c'est un gros mot, à créer une forme de label, en tout cas chez les journalistes, par rapport à une thématique. Si je résume bien, souvent à travers déjà une prise de contact assez régulière, point 1. Tu fais souvent des études où tu vas... Alors, les études, c'est souvent... d'ailleurs, c'est exclusif avec un seul média où tu essaies de le propager à plusieurs en mode c'est l'Illigo qui le fait et du coup... Parce que je sais qu'il y a aussi un sujet souvent où il y a des médias qui aiment bien un peu le côté exclusif d'une étude. Ça m'intrigue. Ouais, on appelle plutôt ça sous embargo parce que le reveal est exclusif. Okay. Mais alors tout l'enjeu, c'est précisément pas qu'il soit exclusif. Mais alors si je dois donner le hack ou vraiment l'objectif, c'est le Parisien. J'en parle parce que notre objectif, quand on fait un papier qui est soit sur les grands moments de l'année, qui est plutôt l'été, avant-après, ou l'étude sur les prix des billets d'avion pendant 10 ans, ou l'étude sur à quel moment les billets sont les moins chers, parce que ça, on l'a fait aussi, et on a eu 242 retombées de presse là-dessus. Ton objectif, c'est de dire aux Parisiens, on te fait une exclue, t'es le premier à avoir l'info, t'as le temps, avant les autres médias, de traiter le sujet, et ensuite, tu sais que tous les autres vont suivre, parce que le Parisien et un peu RTL et un peu d'autres, je veux pas faire une classification, parce que c'est le Parisien qui est le journal le plus lu par les journalistes. Tu sais que si eux sortent l'info, derrière, tu vas avoir plein de journalistes qui vont t'appeler. Et donc, on parle pas d'exclusivité, mais on parle vraiment d'embargo, et donc d'exclusivité du moment auquel tu vas livrer cette info. Ça m'intéresse, tu as dit que le Parisien, c'est le journal le plus lu par les journalistes. C'est quoi ? C'est un équivalent d'AFP, mais non officiel ? Ça m'intrigue. C'est-à-dire qu'en gros, si tu arrives à hook celui-là, tu hook en quelque sorte plusieurs par la suite. Ouais. Okay. Alors pourquoi c'est comme ça, faudra leur demander. Mais alors l'AFP est un peu différent, mais il y a effectivement, c'est un bon parallèle, parce que l'AFP donne un peu là sur certains sujets. C'est ça. Mais effectivement, le chemin de chaque journaliste, c'est que tous les matins, il va lire Le Parisien. Si tu es bien placé dedans, ça va l'intéresser, il va te rappeler. Donc, oui, de fait, moi, il faut vraiment leur demander, c'est le quotidien le plus lu par les journalistes. Probablement parce que c'est une info qui est plus sourcée, selon eux, ou c'est le média qui fait le meilleur travail, peut-être. En tout cas, très subjectivement pour eux. Mais alors, c'est des chiffres, techniquement... Statistiquement, dès qu'on a papier dans le Parisien, on a 5 à 6 fois plus de reprises dans les autres médias. Intéressant.
c'est intéressant. C'est-à-dire que dans le PR, et ça serait effectivement de trouver le média qui peut te créer cet effet de boule de neige. Et toi, tu as détecté que c'était le Parisien. Alors, est-ce que c'était par hasard? Est-ce que c'était... comment ça s'est fait concrètement? Non, c'est très clairement l'expérience de notre agence. Ok. C'est l'expérience de notre agence qui ont... Ah, en fait, je vais même te dire, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de notre agence. J'étais dans une agence, je vais pas balancer. J'arrive chez Liligo il y a 6 ans. On était dans une agence parisienne qui a pignon sur rue, un magnifique immeuble, machin. Bon. Et il se passe que dalle. Vraiment, il se passe que dalle. Et pourtant, j'avais un pote qui travaillait dans cette agence et qui m'a aidé et qui a essayé de me pousser. Mais la typique agence qui te pousse pas dans tes retranchements à créer ce process de ping-pong dont je parlais tout à l'heure, qui va, t'es un petit client, parce que Ligo c'est quand même un petit client, un client à 4000 balles, c'est pas un client à 20 000 balles, mais ils veulent quand même te garder parce que ça fait du blé, mais ils ont pas envie de te déchirer pour toi, et finalement tu reviens à tout le sujet que tu dois avoir en tant que boîte qui a des prestataires, c'est que ton enjeu avec un prestataire, c'est qu'il est tellement envie de bosser avec toi qu'il serait prêt à bosser gratuitement. Je caricature, mais parce que ce que vous devez faire ensemble lui apporte autant qu'à toi. Et c'est ce que j'espère qui se passe avec 3icom, notre agence. Donc on est avec cette agence, et franchement, en un an, j'ai une retombée dans Onicep. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est que Onicep? Ça me dit rien. C'est l'espèce de bouclard sur les études. Les études c'est un magazine pour les étudiants lorsqu'ils ont besoin de se diriger vers leur futur métier. Ok. Voilà, donc, et franchement, vraiment pas grand-chose d'autre. No offense, c'était il y a longtemps, s'ils écoutent ce podcast. Nul. Mais parce que tout l'ensemble de ce qui fait que ça marche pas avec une agence. Donc, t'es un petit client dans une grande agence, on s'en fout. Tu produis pas, parce qu'il y a un jeu de... Tu dois produire ces chiffres et ces infos, mais tu dois avoir une agence qui te pousse à le faire dans un angle assez précis. Donc, il faut que ça marche. Et un jour, vient nous voir par la fille qui s'occupait à l'époque des PR chez Liligo, Air Indemnité, qui je crois n'existe plus, qui était un site qui te permet d'être remboursé, qui te permettait d'être remboursé quand ton avion était à la bourre, et tu sais, demander et réclamer des remboursements, sauf que si tu envoies contact@vueling.com, on te répond jamais, donc il y a des business qui, contre 20 ou 30% de ce que tu récupères, font les démarches à ta place. Et donc, une copine de la nana qui bossait pour Liligo nous met en relation avec Indemnité, qui avait notre agence actuelle, et on fait toute une étude, donc du coup avec une agence qui n'est pas la nôtre, techniquement, sur quels sont les meilleurs jours pour partir où on n'aura pas de retard, et quels sont les meilleurs jours pour acheter des billets d'avion où ils sont moins chers, et où globalement il y a plus de disponibilité, donc ils sont moins chers. Ce qui veut dire qu'il y avait un match parfait de ce que fait Liligo, comparer les billets d'avion pour trouver les moins chers au meilleur moment, et ce que faisait Indemnité. En gros, si je me souviens, il fallait réserver le jeudi, partir le mardi. Enfin, en plus, on avait des messages assez simples à imprimer. Si tu regardes dans le détail, les proportions, c'est pas que tous les avions du vendredi étaient en retard, mais il y avait des toutes petites évolutions. Simplement, c'était un bon matos à pillard. On fait la première page du Parisien, 242 retombées. J'ai tout de suite dit, c'est qui l'agence qui nous a foutu sur le Parisien? Et on a signé avec elle tout de suite. Excellent. Maintenant, si tu devais revenir en arrière, et je t'aurais dit, t'es sur ce moment où tu dois choisir une agence, avec le recul, c'est quoi les critères que tu chercherais pour chercher le fit rapide, ne pas peut-être perdre du temps? Je pense que tu m'as dit, ça a duré longtemps avec la première agence, sans trop de résultats. Même pour quelqu'un qui peut-être pas une grande boîte, peut-être comme ce que t'étais Liligo à l'époque. C'est quoi un peu les points que tu vas rapidement essayer de vérifier chez cette agence pour vraiment... Tu vas maximiser les chances de succès. Exactement. Le budget quand même. Malgré tout, le budget, si tu veux avoir une agence qui a pignon sur rue, qui s'occupe de Coca, de Renault, de Meta et de Free, on est à Station F, et que toi, t'es une beaucoup plus petite boîte, tu te mets un peu volontairement dans la merde. Parfois, t'as un peu la tentation de te dire, mais je m'achète un bon brand name, je m'achète un nom d'agence qui a des gros clients, ça va te desservir. Sauf si t'es la com de Coca, mais dans ces cas-là, tous mes conseils ne valent rien parce que t'as des organisations d'équipes de communication, c'est gros, c'est mondialisé, c'est verticalisé. Donc déjà, il faut se dire, ok, il faut que je sois dans une agence
où je sois un client significatif. Pas pour uniquement trigger le côté ils vont avoir peur de me perdre, pour que naturellement les gens de l'agence aient un certain focus sur ton sujet. Et après, il y a une énorme question de fit quand même. Il y a une énorme question de fit parce que contrairement, faire des PR, c'est pas lancer des campagnes sur Meta, sur Google Ads, c'est pas même pas scraper avec Wallaxy. C'est parler avec une personne, souvent une nana, qui connaît qui va sentir comment transformer un peu la matière brute de ton sujet en éléments de communication et en matos à pillard. Okay. Et ça, je pense que tu fais une grosse partie du chemin si tu trouves une agence qui est à la taille de ton business. C'est vraiment une agence, tu te dis, si j'arrive et que je les paye 5 000 balles par mois, qu'est-ce que je vais représenter chez elles ? Il y aura un enjeu, encore une fois, c'est pas de la menace, mais il y aura un enjeu important pour elles, donc elles vont plus se dépasser. Et ensuite, un fit où dès les premiers rencarts que tu as en qualification, tu as besoin d'avoir des signaux, un peu des signaux faibles, mais pas tant que ça, de traduction de ton business en ça ferait un bon papier. Okay. Tu vois, et tu vois le péché un peu d'orgueil que j'ai pu avoir en travaillant avec des agences, c'est ce moment où tu te dis mais typiquement Liligo, ce serait super de pouvoir faire une étude sur 10 ans de prix de billets d'avion. Vous avez sans doute plein d'infos et derrière ça donne quelque chose, ça donne pas quelque chose, mais je suis sûr que ça va plaire aux journalistes. Tu dois avoir dans les premières interactions, à un moment donné, tu as un peu un waouh, un aha effect, un wow moment, où tu dis, où tu dis, putain, elle a compris comment de mon boulot, pas oublier qu'on est dans la tête dans le guidon, on est tout le temps le hamster dans la roue toute la journée, et si elle te sort un peu la tête de la roue, c'est-à-dire que tu continues à courir, mais tu as la tête un peu en dehors comme ça, et tu dis, putain, ouais, elle a compris qu'il fallait transformer l'histoire que je raconte dans quelque chose qui va avant tout plaire aux journalistes. Okay. Parce que d'arriver en disant ouais, moi c'est Liligo, les mecs ils vont forcément être intéressés. On a un peu ce péché d'orgueil aussi parce qu'on est tellement à fond dans le business qu'on se dit mais il y a que ça qui intéresse le monde entier puisque moi je fais ça toute la journée. J'ai l'impression que c'est l'équivalent d'un sorte de brand positioning, c'est juste que je dirais que c'est du PR positioning dans le sens où en fait tu peux avoir une brand qui est positionnée d'une certaine manière. Mais si tu essaies peut-être de calquer, et ça c'est une réflexion à haute voix, si tu essaies de la calquer sur du PR, peut-être ça ne prendra pas, et peut-être qu'il faut que l'entreprise ait un autre type de positioning qui est, on va appeler le PR positioning. Est-ce que tu parles un peu de ça ? On va mettre un pattern sur le terme. Complètement. Ouais. Complètement, parce qu'en fait, tu vois, et c'est là que Liligo est un super bon matériel d'analyse, c'est que si je prenais mon brand positioning qui est les prix les moins chers, franchement, ça passe pas. Les PR s'en foutent. Ouais. Parce qu'en fait, ou à la rigueur, t'es compatible à certains types de médias, mais qui s'apparentent presque plus à de l'affiliation. Non, c'est effectivement le PR positioning, on est le référent, parce que comme il y a beaucoup de monde qui vient comparer les prix, on sait où veulent partir les Français, à quel prix ils partent, on a toute cette information-là. Donc effectivement, ça n'a quelque part rien, c'est une extension de notre activité, mais c'est pas notre positionnement. Très clair. Maintenant, je veux bien en savoir un peu plus sur le côté mesuré, parce que tu as parlé tout à l'heure de chiffres, et comment tu mesures l'impact aujourd'hui d'un PR, surtout d'un PR, notamment dans ton cas B2C. Est-ce que c'est, j'imagine, des pics de visite ? Est-ce que c'est peut-être un truc qui est plus latent, donc dans le temps ça m'intrigue ce point de ok, j'ai fait une campagne successful en PR, qu'est-ce qui définit qu'elle est successful, qu'est-ce qui te permet de mesurer clairement et de distinguer par rapport à peut-être à d'autres canaux, parce que j'imagine que Liligo, il y a aussi des dépenses peut-être ads, organiques, il y a différents sujets en parallèle. Comment tu arrives un peu à mesurer aujourd'hui l'impact de ton PR ? Alors, tu mets le doigt sur un des sujets qui font que les boîtes tech, digitales, ROI, oriented et machin, la pierre d'achoppement, le moment où ça marche pas de temps en temps, c'est qu'en fait, c'est pas mesurable comme une campagne Google Ads. Okay. Et ça se mesure
c'est une. Je reviens aussi sur la question du coût, parce que finalement, la mesure, elle est une question du coût. C'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire, je compte aujourd'hui, en 2022, j'ai fait 55 interviews. En 2019, j'en avais peut-être fait une vingtaine. Donc, il y a un effet cumulé. Tu sais, il y a des bouquins sur l'effet cumulé, c'est un truc qui est vachement à la mode. En fait, ça a vachement court là-dedans, c'est que tu es obligé de te donner du temps. Donc, tu vois, je te donne les chiffres. Nous, c'est peut-être 50 000 euros par an, le budget PR. Je sais que je l'aurais pas... Ça se rapproche plus de la pub télé, quelque part. Je n'aurais pas mon retour sur investissement la première année. Je n'aurais peut-être pas la deuxième année. Mais au bout de la troisième année, même si c'est pas mesurable, sauf si tu fais un capital, si tu fais un JT de 20 heures, là, tu peux voir des pics des visites. Il n'y a pas de problème. Mais pour avoir capital et JT de 20 heures, faut labourer le terrain sur beaucoup de médias et faire parfois des médias qui, isolément, n'ont pas beaucoup d'impact. Donc, on est un peu obligé, effectivement, d'enlever notre casquette héroïste, data, obsédé du résultat. Et franchement, c'est bien, parce qu'il faut un peu... faut un peu desserrer le string et arrêter de croire qu'on va pouvoir mesurer le monde entier. C'est l'une des raisons pour lesquelles des boîtes tech arrêtent de bosser avec des agences, parce qu'ils disent on n'arrive pas à mesurer les résultats. Mais c'est toute la qualité de la relation, c'est toute la durabilité de la relation qui va faire que si tout se passe bien, tu finiras par avoir des résultats. Petite leçon d'humilité qui ne fait pas de mal aux orgueilleux marketeurs que nous sommes. Mais il y a une réponse à ta question qui est un peu comme pour la pub télé que j'ai beaucoup faite par le passé, avant le Covid, parce que maintenant l'Igo, on n'a plus vraiment les moyens de faire de la pub télé parce que le Covid nous a coûté assez cher. C'est assez cost-based dans le sens où si tu te dis c'est 3 ou 5 000 balles par mois et que tu compares à d'autres canaux et qu'ensuite tu vois ton effet sur le brand cumulé, ça devient hyper rentable. Mais il faut avoir 1 ou 2 ans. Et ensuite, tu souscris toujours à des alertes Kantar. Kantar est une boîte, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, et qui te donne l'équivalent média. Alors, c'est pas mal de la flûte, mais je donnais le chiffre qu'on a chez Ligo, je crois que l'an dernier. Pour préciser peut-être aux auditeurs, Kantar, c'est quoi? Ça fait quoi? Kantar, t'as raison. Kantar, c'est un organisme qui va ressortir toutes les piges de tes parutions en presse et te faire des alertes pour te dire quand un média parle de ta marque. Donc moi, tous les jours, je reçois du monitoring Kantar et alors, il crawl le web. Enfin, je pense qu'il... Comme du social listening, non? C'est un peu... Il y a Munchen aussi qui fait ça, je pense. Exactement. Ouais. C'est l'équivalent de Munchen, mais surtout sur les médias. Je pense pas qu'il... Tu vois, moi, Kantar me parle pas de quand LinkedIn, Facebook ou machin. C'est vraiment les médias, enfin, ce qui est considéré comme étant média. Peut-être qu'on peut... Alors, peut-être que la frontière est un peu fine, mais c'est du social listening, mais uniquement appliqué aux organismes de médias, qui donc envoient à Kantar tout ce qu'ils publient, et Kantar, dès qu'il y a l'Indigo, boum, il m'envoie une alerte, j'ai le PDF ou le lien vers la vidéo ou l'audio qui parle de l'Indigo. Et Kantar... ça, c'est payant, c'est un service payant. C'est pas très cher, c'est un service payant. Ça fait toujours un peu chier de payer ces espèces de services. Tu te dis, donne-le-moi gratos, qu'est-ce que ça te coûte? Et c'est comme Trustpilot. Tu es obligé de payer ce genre de service parce que si tu le fais pas, ils te disent... Donc c'est payant, mais bon, je dirais que c'est 5 000 balles par an pour l'Igo. Pour notre budget, c'est pas énorme. Et parmi leurs services, ils calculent donc l'équivalent média, qui est de dire combien cette exposition t'aurait coûté si tu l'avais payé en pub télé. Et le dernier calcul pour l'année fiscale 2022, on était à 5,5 millions. Selon Kantar, tout le boulot de racolage que j'ai fait auprès de la Terre entière nous aurait rapporté l'équivalent média 5,5 millions. Ok, intéressant. Donc c'est pourquoi je posais la question et je voulais creuser, c'est que effectivement il y a d'autres manières de mesurer. C'est intéressant ce que tu as pointé, c'est-à-dire parce que les boîtes tech, il y a une échelle de temps qui est un peu différente, ils sont rythmés par les levées de fonds, ils sont rythmés par la croissance, donc effectivement au vu de ce que tu nous dis, tu nous parles de 1, 2, 3 ans, du temps long, versus souvent des runaways, des délais de 18 mois, 24 mois.
Et c'est pas au 24e mois où l'idée c'est de changer la donne. Et donc c'est intéressant de ces deux sujets, c'est-à-dire un premier point que tu pointes, prendre du temps. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas être obsédé par le côté mesuré. Maintenant, on peut essayer de comprendre l'impact à travers des outils comme ce que tu utilises, Kantar. Ouais, alors, je pense que l'effet, tu peux avoir un effet immédiat. J'essaie de me rappeler d'exemples de start-up, soit via des grosses levées de fonds, tu as les licornes, qui peuvent avoir un retour sur investissement si on considère juste le coût PR avec le retour. Prends un Conto, qui est un des exemples. On a tellement parlé de leur levée de fonds, voire ils ont même fait une levée de fonds collaborative, que je pense que ce qu'ils ont payé en PR versus les comptes qui ont été créés chez eux a été hyper rentable. Donc c'est pas il faut aussi pas opposer le temps long au temps court aussi simplement. Je pense que c'est dépendamment de ton sujet, mais tu peux cartonner dans un sujet PR. Typiquement, ce que m'a coûté, je pense que le premier gros coverage qu'on a eu pour cette grosse étude qu'on a fait avec l'indemnité nous a couvert tous les coûts de l'agence de PR de merde qu'on avait avant. Ok. Mais donc c'est pour ça que je dis qu'il faut se mettre dans le temps long, parce que bien souvent c'est un effet cumulé. En revanche, ça peut être un carton immédiat, mais à mesurer. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Il n'y a pas d'UTM sur des gens qui viennent visiter chez toi. Donc, en fait, ça va être un trafic organique. Certes, tu peux avoir des trackers qui disent, regarde... Tu peux avoir des backlinks, non aussi, des fois, dans certains médias. Ouais, tu peux avoir des backlinks, mais tu vas pas pouvoir traquer... Enfin, tu peux traquer au moment clé, c'est-à-dire quand tu fais un journal de 20h, tu regardes, tu passes à 20h22, à 20h23, tu as la courbe qui monte. Mais... ça va être du trafic de curiosité, ça va être du trafic d'intérêt, mais ça peut être du trafic qui convertit nécessairement. Donc, tu veux, quelque part, pour moi, ça reste immesurable. Il faut que ça reste immesurable. Tu peux le mesurer par l'équivalent média ou par, in fine, ce que tu vas avoir en organique. Parce que mon objectif là-dedans, c'est de garder une proportion de trafic qu'on appelle brand, de trafic organique, important dans mon mix, tout simplement parce que c'est ce trafic-là qui convertit le mieux chez nos partenaires. Alors, si on revient sur le business model des Ligo, c'est moi je gagne de l'argent quand les gens qui utilisent mon service convertissent dans les agences de voyage en ligne ou chez les compagnies aériennes. Et ce trafic brand, qui est donc en partie composé du trafic généré par les PR, convertit 2 fois mieux que les Google Ads, que Meta et même que le SEO. Juste pour reprendre ce point, tu fais pas des... Alors c'est mon état d'esprit de growth un peu qui reprend, mais quand il y a un trafic brand ou qui vient du PR, même un passage dans un média, il y a un pic, est-ce que vous l'exploitez pas, vous pensez pas l'exploiter dans le sens, par exemple, pixel avec de reciblage après, est-ce que c'est des choses qui se font ou ça n'a pas trop d'intérêt? Parce que du coup, si je comprends bien, il est plus quali ce trafic. Donc, à partir du moment, alors tu es sur le reciblage, à partir du moment où tu viens sur les Iligo, tu vas être retargeté directement. Oui, ça, on a notre stack qui tourne derrière. Nous, comme on est vraiment sur un marché de masse très désegmenté au fond, parce que moi, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, j'accepte un peu tout le monde. Mais fondamentalement, tu te dis que le trafic, quand je reviens sur la logique qui est une logique contre-intuitive par rapport à ce qu'on fait en marketing normalement, c'est que le pic de trafic que je vais avoir parce que je fais un TF1 20h, c'est probablement du trafic de merde sur le moment. C'est ça. Mais il va composer un trafic, des gens qui vont revenir, certes retargetés, certes top of mind, qui ensuite va convertir. Mais il est évident que j'ai un pic de trafic parce que je passe aux 20h, les gens vont pas se mettre à acheter des billets d'avion en masse parce qu'ils m'ont vu à la télé. En revanche, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien la logique très contre-intuitive quand tu viens du digital pur et du ROI, c'est que c'est plus fort que toi. Tu dois t'adapter à cet état de fait qui est, parce qu'on va parler de toi souvent, longtemps, de manière qualitative, tu finiras par convertir. Et combien de fois, et ça c'est une discussion que j'ai avec mon agence, et d'ailleurs j'ai déjeuné avec elle aujourd'hui, et je leur disais, je vais parler de vous, et si cet épisode peut permettre de changer l'état d'esprit de leurs clients, ou plutôt de leurs prospects, ou de leurs clients qui restent 3 mois, parce qu'ils arrivent en disant, je veux des résultats tout de suite. Ah non, bonhomme, d'abord, tout le monde s'en fout de ton truc aujourd'hui, et il va falloir t'installer. Et ça, si c'est peut-être qu'on revient sur le sujet de la compliance.
d'accompagnance de ton business model et du speaker. J'ai commencé par dire, pour que ce soit compliance, c'est ton business qui est suffisamment masse et qui peut englober suffisamment de sujets pour qu'on en parle souvent, et la personne, parce que si tu veux des résultats tout de suite, il y a de fortes chances que ça ne te serve à rien. Mais est-ce que le problème, c'est pas plutôt toi? Parce que si tu identifies que tu es sur un sujet B2C, très open, intéressant, parce que tu parles de, je sais pas, de sujets, alors, je parle du voyage, mais on pourrait prendre des sujets plus sociétaux, un peu plus forts, et que derrière, tout ce que tu veux, c'est avoir un résultat immédiat, bah, je peux te dire tout de suite, ça ne marchera pas. Donc, client des agences de RP, les agences de RP peuvent être un peu mollassonnes à pas te challenger assez pour que tu produises un contenu qu'elles vont ensuite rebalancer vers des journalistes et de manière vraiment efficace, mais il faut se défaire d'une partie de ses habitudes de marketeur digital. Très clair. Tu as parlé tout à l'heure d'un point qui est intéressant, c'est le côté d'aller par étapes, mais notamment, alors je l'ai imaginé dans ma tête comme une sorte de pyramide ou des briques, et j'ai l'impression que quand tu m'as décrit un peu ta stratégie sur 3 ans, c'est que la première année par exemple, tu vas avoir des médias ou un accès à un certain nombre de médias qui va t'amener une sorte, pas de social proof, mais de PR proof pour construire, parce que au tout début de notre discussion, tu m'as parlé du Saint Graal, c'est le Capital ou autre. Et donc, j'ai l'impression que, en quelque sorte, tu dresses une sorte de parcours potentiel pour quelqu'un qui veut construire un PR durable. Est-ce que tu confirmes qu'il faut toujours peut-être pas viser dès le départ un Capital ou autre, ce que peut-être beaucoup tentent de faire, d'aller passer sur M6 très vite, ce côté impatient du jeune entrepreneur, notamment tech ou start-up. Est-ce que du coup, toi, tu conseillerais plutôt d'aller étape par étape et d'avoir une vision qui fait que le jour où tu parles à quelqu'un de Capital, de ce que j'ai compris, ça veut dire qu'il a déjà vu ton exposition auparavant et il est beaucoup plus rassuré à te booster, ou bien tu es plutôt aussi amateur des hacks rapides, je sais pas, ou du jour au lendemain tu es projeté, bien que j'ai l'impression que c'est des cas rares. Ah, c'est-à-dire que oui, c'est souvent accidentel. C'est-à-dire qu'un accident positif, ça arrive, tu peux sortir un nouveau lave-vaisselle qui tient dans la poche et être sur Capital 2 mois plus tard, ça arrive, mais tu parles à un système qui est déjà très organisé, avec des conférences de rédaction, des rédactions, des journalistes, un truc relativement pyramidal quand même, où pour arriver à Capital, il y a tout un chemin. Donc tu peux le hacker, j'ai pas de recette pour le hacker, parce que je pense que peu de monde en a, à part être le petit-fils du président de la chaîne. Point. Et ensuite, oui, il y a une roadmap. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu aies une énorme exposition parce que tu as vraiment fait le bon truc au bon moment, c'est le buzz. Mais alors, combien de gens sont allés voir leurs agences, que ce soit de social media ou de PR en disant « je veux faire le buzz ». Alors déjà, faire le buzz, c'est très 2010, donc ferme-la. Et ensuite, la viralité, ça ne se détermine pas. Alors, tu peux regarder des milliards de films, de vidéos sur YouTube en disant ça, ou suivre des formations à 999 €. Moi, je veux bien en sortir plutôt qu'en acheter. Ça n'existe pas. C'est toujours accidentel. Tu vois, le meilleur exemple du viral, c'était la pub Tipex il y a très longtemps. Moi, je suis vieux. C'était tellement bien exécuté que ça n'a plus que marcher, mais tu essaies de post-rationaliser pourquoi ça marchait, c'était pas prévu. C'est jamais prévu, mais c'est drôle parce que ça me rappelle, moi, c'est So 2010, et effectivement, la boîte précédente, qui était une agence, j'avais des clients qui venaient me parler, je veux buzzer, et je savais pas quoi leur répondre, et effectivement, j'ai l'impression aujourd'hui ça s'est bien rétabli, ça, j'entends moins ce côté j'ai envie de buzzer, mais c'est drôle ce que tu dis, parce que il y a eu un moment, ce côté je vais voir les médias pour buzzer, ou bien je trouve un truc pour buzzer, comme si c'est une recette. Bien qu'il y avait des boîtes qui disaient oui, je vais te faire buzzer. Il y avait, comment il s'appelle, la boîte qui... Regarde, tu prends le meilleur exemple, c'est Georges Mohamed Cherif, là, qui est la boîte de pub l'agence de pub de Burger King. Eux, ils créent le buzz parce que c'est une machine à buzz. Et en fait, il y a un espèce de double effet. C'est pas Buzzman, non? Buzzman, la preuve. Parce que Buzzman, ils ont réussi les trucs, mais il y a déjà beaucoup de monde qui l'a bossé derrière. Et puis, comme le public maintenant attend le côté un peu impertinent, décalé de Burger King, en fait, c'est quasiment ça marche à chaque fois, mais il n'y a que eux qui peuvent le faire parce qu'ils ont bossé des années pour y arriver. Donc, c'est presque plus du buzz, c'est un business en soi. Parce que le buzz, il y a un côté inattendu qui fonctionne d'un coup. Donc,
Ouais, ça, heureusement que les gens ne parlent plus de buzz. En revanche, ce que ça recouvre, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias digitaux, si tu deviens un sujet intéressant, ou si tu es un trending topic, tu peux avoir un effet très rapide. Mais, à moins d'être Donald Trump, ça ne se décide pas. Donc, à l'inverse, oui, il y a une roadmap à avoir, et cette roadmap, elle passe par le fait que tu as malgré tout une learning curve. Et pareil, le défaut que peuvent avoir des gens pressés de marketing dans des startups, c'est qu'ils refusent cette learning curve parce qu'ils se disent je paye une agence PR, il faut que ça ramène tout de suite. Non, la learning curve elle est très personnelle et elle est que tu dois rencontrer les journalistes off record en permanence et c'est parce que tu vas en connaître 1, puis 2, puis 10, puis 20 qu'ils vont tous revenir et te recontacter. Là, j'ai eu un texto d'un type qui m'a déjà contacté il y a 6 mois, que j'ai dû rencontrer il y a 1 an et demi, et qui me recontactera dans 1 an. Si tu arrives à scaler ça, en fait, tu es dans l'agenda, dans le téléphone de 20 puis de 50 journalistes, et à un moment donné, ça ne s'arrête plus. C'est un sujet où je suis d'accord avec toi, et j'aimerais bien, si tu peux, maintenant qu'on a parlé un peu de manière un peu globale et franco-française, comprendre en fait ce PR, comment toi tu le fais à l'international, parce que j'imagine que tu es en contact avec des médias à l'international, peut-être dans des phases d'expansion, de ce que tu utilises par exemple le PR en go-to-market, j'entends souvent aussi ça comme stratégie ou usage du PR. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'internationalisation du PR? Ouais, alors j'ai une autre agence en Espagne et les mécaniques sont à peu près les mêmes. En go-to-market, j'ai envie de te dire oui et non en go-to-market, puisque précisément, malgré tout, là où c'est pas scalable à l'international, c'est que ce chemin de connaître les journalistes, d'être identifié. Alors quand tu as une grosse boîte, tu dois prendre ton country manager doit être la personne identifiée, parce que le patron peut pas faire tous les pays du monde. Malgré tout, il faut le recommencer depuis zéro à chaque fois. Mais c'est la même mécanique. Ça marche de la même. Enfin, c'est pas parce que tu as réussi en France que tu vas le réussir ailleurs. En revanche, si tu as réussi les quelques clés qui sont bien s'entendre avec ton agence, rencontrer les journalistes, créer un lien de confiance et produire du contenu régulier ou réactif, ça marche. Et nous, on l'a fait. Même en Espagne, ça marchait mieux à un moment donné parce que notre agence, c'est un fou furieux, était tout le temps à nous dire j'ai un passage en télé. Et alors là, inscalable parce que je peux pas être à la fois à Paris et à Barcelone et à Madrid, mais ce sont les mêmes mécaniques. Donc, il faut essayer de recréer les mêmes conditions du succès partout. Et parfois, mon exemple de l'Espagne, c'est que le mec est encore plus taré que Mentana, qui pourtant travaille beaucoup pour moi en France. Avec un défaut, c'est qu'il faut aussi avoir un filtre de tous les médias sont pas bons à faire. Pour une question de puissance. Je ne parle pas d'aller parler dans les médias complotistes. Je te parle vraiment il y a des petits médias locaux où tu vas voir. Peut-être que c'est bien de le faire dans ta première année d'expansion internationale. Le petit média du coin, parce que tu vas pouvoir t'acculturer, parler, mais au bout de 2 ans... Non, il faut trier un peu, mais tu peux te permettre... Tu vois, moi, typiquement, aujourd'hui, pour l'Illigo, je me permets... c'est sans aucun mépris, mais d'essayer de ne plus trop parler à des médias qui ont moins de puissance, tu vois. Parce que sinon, je ferais vraiment littéralement que ça. Et il n'empêche que tu cherches toujours à viser l'espèce de groupe de télé, radio, print et web qui ont de l'impact. Et au début, si je me replace il y a 4 ou 5 ans, quand j'ai commencé à bosser avec 3icom, j'ai dû accepter des trucs, j'ai dû faire des bouclards régionaux qui sont très bien, mais qui n'ont qu'un faible impact. Si j'étais une boîte régionale de cette région-là, ce serait mon Graal. Et là maintenant, c'est pas du tout. Je vais pas venir faire le mec revenu des voitures. Attends, le monde est à mes pieds. Pas du tout. C'est une question de gestion du temps, vachement. Alors, en plus, ils sont tous très sympas. Je suis ravi d'être feature dans des journaux à plus petit tirage. Mais il faut pouvoir optimiser. En revanche, quand tu commences dans un pays, quelque part, ça fait partie du jeu. Tu dois parler à des médias moins importants si tu veux finir au JT de TF1 ou l'équivalent du JT de TF1. Très clair, et j'ai l'impression aussi que c'est ce que tu me dis, quand c'est un nouveau pays, peut-être recentré sur le country manager ou autre. Est-ce que tu trouves aussi que ce côté, que ce soit en go-to-market ou même en règle générale, de la personnalité
de celui qui va être invité. Est-ce que ça va jouer ou est-ce qu'il doit jouer un rôle aussi? Est-ce qu'il doit être polarisant ou pas? Parce qu'on est un peu dans une nouvelle ère très polarisante pour se faire entendre. Un peu, tu parlais tout à l'heure d'un Trump ou autre. Est-ce qu'il faut être un peu un Trump dans les passages télé pour un peu susciter le questionnement? Ah ouais, merci pour ta question, parce que je vais pouvoir te faire une réponse de Normand. En fait, ouais, le personal branding est vachement important, parce que moi, chez Ligo, il faut que ce soit on pense Guillaume Rostand en même temps qu'on pense Ligo. C'est-à-dire qu'on se dit, le journaliste doit se dire, tiens, je veux faire un papier sur vraiment ce qui va se passer demain matin, hein. Je veux faire un sujet sur où sont partis les Français en vacances, boum, Guillaume Rostand. Donc il pense pas Liligo, il dit Guillaume Rostand, et puis moi je vais arriver, il va dire Guillaume Rostand de Liligo, et j'aurai gagné l'exposition de ma marque. Donc vachement personal branding, vachement. Mais en revanche, être polarisant, ça dépend de ton sujet, mais moi par exemple, ça sert à rien que je sois polarisant. Si j'arrive en disant les Français sont tous des cons, ils partent pas assez en vacances et machin, alors le journaliste va dire mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, les polarisants, malheureusement, c'est souvent sur des sujets politiques que moi, ça me fait chier que les gens soient polarisants, parce que c'est ça, je pense qu'on est passé à une étape où on a besoin d'autre chose, mais donc c'est moins polarisant que identifié. Parce que si tu essaies d'avoir au contraire presque, tu vois, j'ai fait un radio classique, ce qu'aiment bien les gens, c'est que tu sois un bon client. Ton objectif, c'est que toi ou quelqu'un dans ta boîte devienne bon client. Parce que tu résous doublement le problème du journaliste. Un, il veut parler de voyage, il sait qu'il va avoir de l'info qui est véridique, parce qu'on a été légitimé par tous nos autres passages. Et deux, il sait que le mec, il va arriver, il va te faire 5 minutes, et que il y aura pas de blanc, il va pas faire comme ça, il a été validé. Donc il faut être un bon client. Vraiment, ton objectif c'est d'être un bon client, et donc de t'entraîner à ce que quand tu arrives, le micro s'ouvre, boum, tu parles, le truc est relativement clair, et le journaliste est content. Pourquoi tu fais ça? Parce que du coup il te réinvite. Et il y a effectivement ce point d'être bon, en mode d'être très bon public pour les médias, mais quand je pensais tout à l'heure au côté polarisant, peut-être pour matérialiser un exemple, c'est Anthony Bourdon qui va lier sa marque à lui, parler de sa marque tout en parlant un peu plus, c'est pas polarisant, mais très cash. Ça crée un peu un effet où son PR devient moteur de sa brand aussi, ou complémentaire, mais ça joue aussi par son discours. Alors, est-ce que c'est parce que son produit est compatible potentiellement, c'est-à-dire énergie, donc il doit dégager de l'énergie, c'est-à-dire que bien que c'est pas un produit d'énergie, ça, j'arrive même pas à situer exactement, mais je vois ce que tu veux dire. Compris. Et qu'est-ce que tu penses par exemple de cet exemple, ce contre-exemple? Alors, ma première réponse, ce serait de te dire, n'est pas Gainsbourg qui veut. Et pourquoi je dis ça, c'est pas du tout contre Anthony Bourbon, c'est que je pense que la provocation, le côté un peu pushy, les gens s'en fatiguent plus. On se fatigue plus d'un provocateur que de Michel Drucker. Donc c'est aussi un peu ta stratégie. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il doit se dire, lui, dit tant qu'il y a qui veut être mon associé que ça marche, j'y vais à fond, j'en fais des caisses. Mais un jour, je suppose qu'il doit avoir la prescience du fait qu'il va disparaître, parce que d'être très identifiable fait qu'à un moment donné, tu passes de mode. Moi, mon objectif pour l'Inigo, si je parlais d'autre chose, je serais peut-être plus polarisant, tel qu'on l'entend pour Anthony Bourbon. Moi, je veux être là pour longtemps. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas que dans 2-3 ans, quand qui veut être mon associé aura terminé, il sera moins médiatique. Alors, il aura fait sa thune, il n'y a pas de problème, il fait peut-être un très bon travail derrière, mais à mon avis, il est suffisamment intelligent pour se dire, pour occuper l'espace, il faut que je sois identifié très fortement, donc il faut que j'ai un discours qui change. Moi, je veux être un bon client. Enfin, dans le cadre, ce qui est logique pour l'Iligo, c'est que je sois un bon client. Si demain il faut que j'insulte tout le monde, je le ferai, mais parce que je vendrai, je ferai un moteur de comparaison d'insultes, mais et donc ou un moteur de comparaison de blagues qu'on appellerait l'Oligo par exemple. et donc ouais, je pense qu'il y a vraiment cette question de temps. Et à mon avis, si on l'interrogeait, je sais pas s'il le dirait, s'il oserait le dire, mais il y a quand même ce côté, Blast, c'est un coup, et dans 3-4 ans, ça sera un business plus normal, et il n'aura plus besoin, il aura moins d'impact, parce que franchement, voilà, sauf si t'es Gainsbourg, mais Gainsbourg, t'es un génie, et voilà, et puis... Et c'est jusqu'au bout, hein. C'est jusqu'au bout, mais c'est Gainsbourg. On va un peu évoluer au-delà de ce use case pur PR, mais en mode évolution. Comment tu vois un peu avec l'arrivée, et là on va rentrer plus dans la phase
vision marketing ou même philosophique de là on est intelligence artificielle, donc tu as des trucs qui auto-rédigent du quantité de papier, donc il y a moins d'humains et de moins en moins d'humains derrière un peu tous ces médias-là qui commencent à se déconnecter en quelque sorte des pigistes, si je ne me trompe pas. Il y a ce côté aussi des nouveaux canaux, on fait un, c'est le podcast, YouTube. De plus en plus, j'ai l'impression que tout ce côté média est en train de se décentraliser et va continuer de se décentraliser dans les prochaines années. Tout le monde deviendra une forme de média, c'est pour ça qu'on peut-être en entend parler des influenceurs, même maintenant B2B, il y a des nouvelles catégories d'influenceurs. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que le PR va évoluer et est-ce que tu as déjà anticipé tes moves sur tes 5-10 prochaines années? Ah bah on est en train de l'anticiper un peu en ce moment même. Ouais, alors l'IA, c'est très à part, c'est que je pense que c'est une révolution. C'est vraiment, tout le monde est conscient de ça, c'est une révolution très profonde. On ne sait pas où ça nous amène, mais ça change très vite beaucoup de choses. Ça change très vite beaucoup de choses un peu sur la fabrication. C'est-à-dire que monter des vidéos, monter du son, il y a des tonnes de choses qui sont faites mieux par les machines que par les humains. Mais c'est normal parce qu'on arrive au bout d'un certain cycle d'amélioration. En revanche, les logiques intrinsèques n'ont pas changé. Pour à la fois parler de la perspective et des PR, oui, les télés perdent de l'influence, se transforment, se morcellent et se décentralisent en podcast, en chaîne, enfin tu vois ce que font un Combini ou tous ces nouveaux médias. Ouais, ça c'est même presque pas l'avenir, c'est déjà le présent. En revanche, je pense que des marques fortes continueront à parler aux gens. C'est-à-dire que ce qu'a créé Combini, c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'une chaîne télé, mais avec des codes nouveaux. N'empêche qu'ils ont créé une marque. Donc tu auras toujours, ce qu'il faut aussi distinguer, c'est la nouveauté dans le médium, dans la fabrication, dans la consommation et dans la distribution, mais le sous-jacent de marque, et pour revenir sur l'objectif de base, qui est le point de jonction entre la puissance et la légitimité, c'est très humain, c'est très basique, et ça aura toujours lieu. Ce qu'il faut, c'est effectivement... Et moi, je me pose vachement la question, c'est quoi l'équivalent du JTTF1 de demain, du Capital de demain? On a des idées parce que oui, c'est du Combini, oui, c'est des choses pour les marques. Peut-être qu'il y a un autre enjeu parce que ces boîtes-là ont plutôt tendance à vraiment faire la distinction entre du brand content, du contenu de marque payant et de l'actualité dans laquelle tu vas toi pouvoir faire intégrer ta marque. Mais je pense qu'il faut être confiant sur le fait que le sous-jacent, lui, ne changera pas. Ok, donc tu penses que le fond restera le même. C'est un sujet, si je comprends bien, de format qui va changer, de productivité grâce à l'IA, notamment par exemple les montages, même la création de contenu. Typiquement, là, rien que ce podcast-là, on sait très bien que il y a pas mal d'automatisation qui vont servir et même de l'IA pour peut-être qu'on entendra nos deux voix de manière complètement natif en allemand et en espagnol. Ça peut être sympa, on pourra même faire le test. On va tester en coréen. En coréen. Mais t'as entendu parler de cette IA? Ouais, bien sûr. C'est incroyable. Mais le vrai sujet de fond, c'est que tu vois, le besoin de réassurance, le besoin de un peu d'exemplarité qu'ont les grands médias. Moi, là où je me pose la question, c'est comment il va se diluer. Il va se diluer. Okay. Tu auras toujours besoin de ça, mais comme ça se sectorise, ça se nichise et que ça devient un peu communautaire, faut être encore plus présent partout. Parce que si demain un JT TF1 disparaît, ce sera au profit de plein de différents formats. Parce que beaucoup plus facile à diffuser, à produire, tout ça. Donc, là où ça changera mon travail, c'est comment est-ce que je peux m'assurer que je recrée cette même puissance d'audience en m'adressant à beaucoup de formats. Et ça, je n'ai pas la réponse. Mais c'est évidemment, il y a une parcellisation du paysage médiatique qui a cours et qu'il va falloir adresser. Je pense qu'on a encore, les médias crédibles, légitimes, ont encore un peu de temps devant eux, mais pas forcément tant que ça, hein, t'as raison. Mais du coup, ça veut dire que le travail du marketeur deviendra beaucoup plus complexe avec le temps. Parce que si je prends juste il y a 20 ans, tu serais allé à France 2 ou TF1, 2-3 médias, ils avaient le monopole, ils ont accès à cette audience. Aujourd'hui, j'ai l'impression que
l'audience se morcellise, ou en tout cas... S'érode un peu pour ces grands médias, ouais, bien sûr. Et donc, ton travail, il est un peu plus complexe. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des micro-segments, il va falloir aller récupérer tous. Donc, ce côté être partout, donc plus d'efforts. Et ouais, sauf que souvent, ça devient des marchés. Alors, je vais te donner 2 exemples. Tu as l'influence. Nous, on a une personne qui travaille à moitié de son temps sur nos campagnes influenceurs. Okay. Donc, ce segment-là, on l'adresse déjà. Mais c'est sûr que ça n'existait pas il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Même peut-être un peu moins de 10 ans. Et nous, on est arrivé assez vite à créer une communauté d'influenceurs dans le travel avec qui on travaille de manière régulière. Et du coup, c'est moins du PR que de l'influence. Donc là où ça se morcelle, c'est aussi sur qui va s'en occuper. Pourquoi je dis ça ? C'est que du coup, il n'y a plus besoin que moi, je sois en frontline si c'est des influenceurs. Sauf à devenir influenceur moi-même. Okay, Dieu m'en préserve. Ensuite, sur la complexification, franchement, ça fait depuis 2008... Alors j'ai dit 20 ans tout à l'heure, ça fait pas tout à fait 20 ans, mais 2008 que je suis CMO. À l'époque, on avait du trafic desktop qui venait de Google et déjà de Facebook. On gagnait une tonne de fric avec Facebook parce que c'était le début de la commercialisation des espaces. Aujourd'hui, j'ai de l'app download, j'ai du multi-canal, j'ai du multi-plateforme, et j'ai de l'influence, et ça, il reste que Google Ads continue à exister, mais ouais, ça se complexifie, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas encore plus complexe. L'ADN d'un marketeur, ça doit être de confronter sa capacité à intégrer cette complexité. C'est vraiment, ça fait partie de notre boulot. Que ce soit dans le data, l'automation, l'IA, en fait, il faut ingérer. Moi, j'ai bien été, on est un peu forcé par les évolutions qui ne dépendent pas de nous, typiquement les apps, quoi. Moi, quand j'ai commencé à être CMO, ça n'existait pas. Il y en a peut-être 2 avec, je sais pas, des échecs et à lampe torche, et puis ça s'arrêtait là. Donc, l'enjeu va être de la rapidité, parce qu'on a eu peut-être 1 ou 2 ans pour se mettre à faire des apps, et encore c'était un peu foireux au bout de 2 ans, et maintenant c'est totalement mainstream, ça va de plus en plus vite. En revanche, on est peut-être de plus en plus nativement capable d'intégrer les nouveaux codes. Et à ce titre, tu vois à quelle rapidité on a intégré l'IA dans notre quotidien. Ouais. Et en fait, tu poursuis, c'est toujours la rapidité d'acceptation et d'intégration d'une innovation. Mais vraiment, je reviens sur moi, quand j'étais chez eBay, c'était du desktop, c'était beaucoup plus lisible, mais ne serait-ce que last click, si on rentre dans des détails très techniques, on calculait tout en last click, l'attribution, on s'en foutait un peu. Et maintenant, si tu ne questionnes pas en permanence ta logique d'attribution, en fait, tu dis toujours mal tes résultats. Ok, très intéressant comme perspective d'évolution. Aujourd'hui, dans ton métier, et un peu pour commencer à conclure notre échange, est-ce que par rapport à ce que tu fais, tu trouves que l'évolution est trop rapide ? Tu as parlé de cette capacité d'adaptation d'un marketeur qui doit être très, très rapide et très supérieure peut-être que dans d'autres métiers. Est-ce que tu vois que notre métier va devenir très différent ? Est-ce qu'il va devenir peut-être multi-compétences ? Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de hyper-spécialités ? Comment tu vois ce côté métier dans le marketing ? C'est marrant parce qu'en fait, ça revient à ce qu'on vient de dire sur les canaux PR. Ouais. C'est qu'il y a un éclatement. D'un côté, je me dis, avec l'IA, on va être capable de faire beaucoup plus de choses nous-mêmes. Mais comme ça va être plus complexe, en fait, on va recréer un cadre de collaboration. Sauf qu'il faudra plus d'expertise. Moi, je reviens. Et franchement, il y a plein de choses que j'ignore sur comment ça va évoluer. Juste, je le vois arriver. Et comme j'ai la chance d'être un peu vieux, d'être un yeuve, je peux juste tirer le trait de la linéarité de cette évolution. Franchement, c'est assez vertigineux. Tu prends l'exemple d'un mec comme moi. J'ai eu la chance de devenir CMO à 27 ans. Parce que City Commerce et que j'ai eu un coup de bol, enfin en tout cas, et puis j'ai appris un peu sur le tas. Je pense que la trajectoire que j'ai eue moi va être plus compliquée à avoir et un peu moins nécessaire. Toujours nécessaire dans les grosses boîtes, mais il y a un enjeu d'expertise qui est vachement aidé par l'IA, parce qu'aujourd'hui je pourrais faire marcher, enfin tu vas juste prendre un marketing IA engineer pour gérer par exemple toute ma logique d'influenceur. Ok. Mais et peut-être que dans 2 ans c'est ce qui va se passer. Là où je suis sauvé, c'est que je pense que quelqu'un qui est capable d'avoir une perspective globale, c'est toujours valorisable. C'est ça. Mais notre métier va complètement être transformé. Mais je ne peux pas te donner une perspective plus précise parce que j'ai peur
de me planter dans beaucoup de détails. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'attend tous à pas avoir le même boulot dans 3 ans. Et 3 ans, c'est demain. J'en profite parce qu'on a fait un podcast qui, de manière un peu à l'envers, mais en même temps c'est exprès, on a direct attaqué par le use case. Tu parlais de ton expérience et de comment tu as eu cette opportunité à 27 ans de devenir CMO. Je pense que c'est bien aussi de finir plutôt vers une note plutôt personnelle, de comprendre en fait comment toi t'en es arrivé là, comment tu as eu ce poste, qu'est-ce que tu avais fait avant. Surtout maintenant qu'on a vu un peu ton modèle de réflexion, que ce soit sur les PR ou autre, ça m'intéresse de finir sur une note plutôt personnelle de comment tout ça a démarré. Ah, tout ça a démarré, c'est marrant. Ouais. J'ai un groupe de musique avec qui on a écrit une chanson qui s'appelle « A commencer par la fin ». Ben, on va finir par le début. Ouais. J'ai commencé comment? Moi, je me destinais plutôt à l'édition, parce que j'ai étudié le journalisme, la communication, le marketing, un peu sciences politiques. Et je bossais dans l'édition, je faisais un master à Sciences Po, en même temps que je travaillais aux éditions Grasset. Et j'adorais l'édition. C'était 2 années fabuleuses. Mais quand il s'est agi de trouver un boulot, il n'y en avait pas. Et surtout, j'ai bien compris, dans une discussion, que j'allais pas bien gagner ma vie. Je suis pas à-pro-gain, mais vraiment, tu gagnes très mal ta vie dans l'édition. Et j'ai eu un moment de lucidité. Je me suis dit, j'arrête de chercher dans l'édition, parce que j'ai vécu 2 ans incroyables. Mais il vaut mieux que ça s'arrête là. Et le bol que j'ai eu, c'est que c'était au moment 2005-2006 où post-bulle Internet, les sites web, à l'époque on appelait ça le web, on n'appelait pas encore ça la tech. Le web a commencé à être significatif, rentable, et des boîtes comme Google, eBay, Amazon commençaient à être dans le quotidien des Français de consommation. En 2006, c'est-à-dire qu'on a eu le moment de l'émergence entre 96 et 2001, une espèce de vallée de la mort 2002, 2003, 2004, et puis ça commençait à monter et ça embauchait beaucoup. Moi, comme enfant gâté que j'ai toujours été dans la vie, j'arrive sur le marché du travail à ce moment-là, donc j'ai commencé chez eBay en tant que content manager grâce à mon expérience chez Grasset. Ils se sont dit, ce mec doit savoir écrire parce qu'il a bossé dans l'édition. Et eBay a rationalisé ses bureaux européens, on pourrait virer tout le monde. Et, moi, on me proposait de partir à Zurich ou de partir avec un gros chèque. J'ai pas été en Suisse. Hein. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de partir en Chine, à Shanghai, où là, je suis devenu, pas un petit concours de circonstances, parce que l'un des fondateurs qui s'occupait du marketing s'est fait dégager, et ils m'ont mis à la place. Et donc là, j'ai découvert le marketing. Je peux dire que le moment où j'ai le plus bossé dans ma vie, c'est un peu en prépa, mais surtout à ce moment où je me retrouve à monter une équipe de 16 personnes à Shanghai, pour un sujet que j'avais eu la chance de pouvoir découvrir grâce à mes camarades d'eBay, parce qu'en gros, on était tous en train de se faire dégager. Donc il y a eu 3-4 mois où personne ne foutait rien, mais allait au bureau, et entre les parties de baby-foot et le café et fumer des clubs dans la cour, j'apprenais le marketing online. Et après 1 an et demi dans cette boîte-là, où j'ai bien dû me mettre à bosser et à comprendre. C'était quoi la boîte? MyFab. MyFab, ok. C'était une boîte qui faisait du direct usine. Et qui a cartonné en 2009, vraiment une année incroyable. En plus, tu as 27 ans, tu es à Shanghai, tu gères une équipe de 16 personnes, tu sais pas ce qui t'arrive. Et puis malheureusement, ça a commencé à vraiment péricliter l'année d'après pour tout un tas de raisons. Et là, on est rentré en France. C'était assez dur parce qu'on avait vraiment vécu. Je me suis marié très jeune, donc on avait vécu 1 an et demi exceptionnel. Et on est rentré en France. Et là, j'ai cherché le premier moyen de repartir de France. Je bossais dans une boîte avec des gens qui étaient très sympas, mais j'étais pas du tout à l'aise en France. J'avais pas, un gros goût d'inachevé. À Paris? Ouais, à Paris. Moi, je suis parisien. J'ai vécu, jusqu'à partir à Shanghai, j'ai vécu toute ma vie en parisien. Je suis vraiment le portrait type du connard de parisien insupportable. Hein. C'est moi. C'est-à-dire qu'ils ont eu le moule sur lequel ils ont fait les autres. Hein. Et donc, j'ai décidé j'ai cherché la première occasion de me barrer. Ça a été Barcelone. Et 12 ans, j'en suis jamais reparti. Et Barcelone, c'était directement l'Illigo ou tu as fait des choses? Non, j'étais dans cette plateforme de réservation d'hôtels de luxe qui s'appelait Splendia, qui était revendue à Voyage Privé. Ensuite, j'ai passé 1 an à vouloir lancer ma propre boîte. Ça a été une catastrophe absolument complète.
et qui pourrait presque donner lieu à un autre podcast, mais là on va pas continuer. Pote, ça a été mon MBA parce que ça m'a coûté le prix d'un MBA, mais enfin je peux pas marquer que j'ai fait l'INSEAD, en revanche ça a été vraiment un gros apprentissage. Je me dis vraiment très souvent, mais qu'est-ce que tu croyais que tu allais faire en faisant la merde que tu as fait. Bon, mais vraiment ça peut être un autre podcast. Et puis ensuite j'ai passé un an à faire du conseil jusqu'à trouver l'Illigo. Et ce qui a ensuite pas mal une grosse influence sur ma vie, c'était quand j'ai pris la tête de la French Tech il y a 4 ans. Parce que là, ça m'a réouvert à toute une autre série de rencontres, de l'investissement et d'autres projets. J'arrive à mener les deux de front, mais voilà un peu en gros les grosses mailles de ma carrière. Trop cool. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir partagé ta connaissance sur le sujet du PR. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que ça s'est bien passé, ce premier pilote. Bah écoute, on va réécouter. Je pense qu'on se dira, là, c'est moyen, là c'est bien. Non, cool, parce que je m'étais dit, est-ce qu'on va réussir, tu sais, il y a toujours, est-ce qu'on va réussir à la fois garder un échange tout en suivant un peu une feuille de route, mais je pense que c'est pas mal. Les gens le diront pour nous. Ouais, ils le diront pour nous, et en tout cas, je pense qu'on t'écoutera très vite de l'autre côté aussi du micro. Bien sûr. Il y a des beaux invités. Il y a des beaux invités. Et c'est vrai que j'espère qu'on va réussir. Enfin, sur ce case-là, je ne sais pas ce que ça a donné, mais gardons-le enregistré parce qu'on le réécoutera. Mais on va le faire écouter à des gens et vraiment d'arriver à passer, je sais pas, on a passé au moins 1 heure sur les PR en méga détail. J'espère que ça va apprendre des choses aux gens. Moi, ça m'apprend rien, c'est moi qui l'ai raconté. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Bon, génial. Ce qu'il faut, c'est que, tu vois, je me dis, voilà, si cet exercice-là a fonctionné, on n'y arrivera pas forcément avec tout le monde, mais ça nous donne un peu l'exemple à suivre et l'état d'esprit. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Ciao.